Est-on sur le point de guérir du sida ? Les séismes risquent-ils d'être pires en 2018 que les années passées ? Ces sujets-là et bien d'autres encore, comme l'élection du président des Républicains ou le procès de Salah Abdeslam, seront au cœur de l'actualité dans les jours qui viennent. Nous, avec notre invité, l'animateur Guillaume Pley et nos journalistes, on vous en parle dès maintenant. Bonjour à tous. Bonjour Charlotte, bonjour Guillaume. Bonjour Fred, bonjour Guillaume, bonjour à tous, merci de nous suivre en direct sur Figaro Live. N'hésitez pas à poser vos questions à Guillaume Pley, l'animateur d'Énergie. Il est là avec nous aujourd'hui et il vous répondra en direct pendant cette émission. Guillaume, on est très heureux de vous accueillir dans cette émission. Alors, je rappelle, vous êtes l'animateur star des soirées des radios musicales. On vous écoute sur Énergie du lundi au vendredi de 20h à 23h dans Guillaume Radio. Et tous les meilleurs moments sont sur la chaîne YouTube de l'émission qui affiche, alors Charlotte, préparez-vous bien, 540 millions de vues, énorme audience en radio et donc en vidéo. Vous êtes fier d'être leader des musicales en soirée ? Je suis très content déjà d'avoir ce créneau. J'en rêvais depuis mes 17 ans. Et depuis la rentrée, j'ai enfin la chance de pouvoir faire mon métier au plus bel horaire, sur la plus belle des radios. Et surtout sur 3 pays. On fait France, Belgique et Suisse. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on parle à 3 pays en direct en même temps. Et après, être leader, c'est bien. Maintenant, il faut le rester. Et il faut essayer de faire de mieux en mieux, quoi. Génial. Toujours sur YouTube, vous avez une deuxième chaîne qui s'appelle Gameplay, sur laquelle vous mettez en scène des défis 3 fois par semaine. Exactement. On fait des petites vidéos de défis, voilà, comme ça dans le jardin. Quel genre de défis vous faites là, par exemple, on voit des... En fait, c'est des défis de copains. Il n'y avait pas encore ce créneau-là vraiment pris en France. Une bande de copains qui fait des défis l'après-midi, qui s'éclatent avec avec des arcs qu'on tirait sur les téléphones, des copains. Le premier qui touchait le téléphone de l'autre a gagné. Et on a eu 300 000 abonnés là en 2 mois. C'est quoi le défi qui vous a fait le plus kiffer là jusqu'à présent ? Celui où je me suis cassé le poignet. On cherche des défis pas très intelligents mais qui nous font bien rire. Là, on avait vidé une piscine complètement. On avait rempli avec 10 000 ballons de baudruche et je me suis jeté en cactus avec des picots. En cactus. J'ai plongé dans la piscine. Il fallait plonger le plus loin possible, etc. Machin. C'est des défis un peu. Bon, celui-là c'était un peu stupide, mais c'est des défis marrants et qui nous font rire. Et qui font rire vos abonnés, évidemment. Exactement. Et enfin, Guillaume, vous venez de sortir ce jeu, même pas cap. Bonne idée de cadeau pour Noël, évidemment. Plus de 250 défis à faire entre potes, vous le disiez. Vous en avez d'ailleurs fait quelques-uns sur Gameplay. Alors, c'est quoi ce jeu exactement ? En fait, je voulais faire un jeu de société. Je trouve qu'aujourd'hui, on a trop sur nos jeux vidéo, chacun chez soi, ou sur nos écrans de portable, d'iPad, etc. On peut dire que c'est un jeu à l'ancienne, quoi. Mais un peu. Et je me suis dit, les jeux de société, aujourd'hui, il n'y a pas trop de jeux de société où tous les jeunes se retrouvent, etc. On joue à la PS4, quoi. Et je me suis dit, il faudrait refaire un jeu avec des défis où on peut jouer avec n'importe quoi. Là, il n'y a pas besoin d'accessoires ou quoi. On se met dans n'importe quelle maison, appartement, et on peut jouer n'importe où. Et en studio, puisqu'on va jouer. Alors, Guillaume, on reviendra plus en détail tout à l'heure sur votre actualité, évidemment. Mais voici tout de suite le sommaire de cette émission. Nous avons dans cette première partie Stéphane Durand-Soufflant, qu'on reçoit souvent dans l'émission. Vous êtes un de nos sociétaires. Vous êtes chroniqueur judiciaire au Figaro. Vous nous parlerez tout à l'heure du procès de Salah Abdeslam, seul survivant des commandos djihadistes, auteur des attentats du 13 novembre. Un procès qui se tiendra en Belgique du 18 au 22 décembre. On sera avec vous dans quelques minutes, Stéphane. Et on démarre tout de suite cette émission avec Tristan Vey, grand reporter au service Sciences du Figaro. Bonjour Tristan. Bonjour. Alors, soyons précis, 2 géologues américains prédisent une recrudescence importante des grands tremblements de terre l'année prochaine, liés, disent-ils, au ralentissement de la rotation de la Terre. Alors Tristan, une question, la Terre ralentit réellement ? Alors oui, la Terre ralentit sur des échelles de temps assez longues, notamment liées à l'attraction de la Lune. Donc elle ralentit un petit peu au rythme moyen d'1,8 millième de seconde par siècle, donc c'est pas très rapide. Mais elle connaît aussi d'autres variations. Il y a des variations saisonnières que les gens connaissent moins, mais entre l'été et l'hiver, la Terre ne tourne pas exactement à la même vitesse. C'est lié au mouvement de masse d'air à la surface de la Terre qui frotte et qui l'empêche un peu de tourner ou qui vont l'accélérer un petit peu. Il y a d'autres variations un peu plus moins connues qui sont liées à la graine
fluide au milieu de la Terre et dont on pense par moment qu'elle ralentit et qui entraîne le ralentissement. On parle de millièmes de seconde de ralentissement. Il y aurait eu un de ces ralentissements en 2011 et les chercheurs pensent qu'il pourrait induire une recrudescence de séismes. Mais justement, pour quelle raison ce ralentissement va induire des séismes en 2018 ? Alors il faut imaginer que la Terre est comme une toupie, si vous voulez. Lorsqu'elle tourne, une force centripète a tendance à s'exercer, c'est-à-dire que son équateur grossit. En gros, la Terre devient un peu obèse. Quand elle ralentit, au contraire, elle mincit. Et du coup, ça induit un effort sur les plaques. Il n'y a pas beaucoup de place entre les plaques, elles se touchent toutes, il y a des contraintes très fortes. C'est probablement un rétrécissement de l'ordre de quelques millimètres, donc quelque chose de très 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 ténu. Néanmoins, ça peut peut-être suffire à faire craquer les failles qui sont sous tension. Alors, on peut s'attendre à quoi exactement alors dans les mois qui viennent? Alors, ce que les chercheurs ont trouvé, c'est une corrélation. Alors, corrélation n'est pas raison, mais une corrélation entre le nombre de séismes et certaines variations multidécennales de la rotation de la Terre. Ces variations multidécennales de la rotation de la Terre sont assez compliquées à déceler. Si on regarde la courbe de vitesse de rotation de la Terre et son évolution, elle fait comme ça, voilà. Là-dedans, il faut trouver des périodes. Donc, on arrive à trouver des périodes multidécennales. Ils pensent que la Terre a connu une de ces variations multidécennales cachées en 2011 et que 6 années plus tard, c'est ce que montre leur corrélation, on devrait observer plus de tremblements de terre. En l'occurrence, ils prédisent une vingtaine de tremblements de terre de magnitude supérieure à 7. En gros, c'est des tremblements de terre qui commencent à tuer des gens. Jusqu'à 10, c'est ça? Il n'y a pas vraiment de limite, on peut toujours augmenter, mais bon, on n'a pas connu de tremblement de terre vraiment supérieur à 10. Mais 7, ça commence à tuer des gens. Une vingtaine contre 15 en moyenne. Et cette année, par exemple, qui était pauvre en séisme, il n'y a eu que 7 jusqu'à présent séismes supérieurs à 7. Donc ça ferait 3 fois plus que 2017, par exemple. Donc la Terre va trembler. Peut-être. Devrait trembler. Peut-être, on va voir. Les Tout dépend de leur chances modèle. sont augmentées en tout cas. Merci beaucoup Tristan Weil. Guillaume, le changement climatique, l'écologie, ce sont des sujets qui vous intéressent, hein? Ah oui, complètement. Je roule en voiture électrique. Ah oui? Oui, complètement. Je fais très attention et souvent on en parle à l'antenne. Je pense qu'on a un tout petit pouvoir pédagogique et on essaye de faire passer un maximum de valeurs et notamment de ne pas jeter les McDo par la fenêtre. On a eu un immense débat là-dessus l'autre jour avec des gens qui jettent, parce que je me suis pris la tête à un feu rouge avec un mec qui achetait son Kinder Bueno par la fenêtre. Et je lui ai dit, attention, la rue est à tout le monde, elle n'est pas qu'à toi, etc. Et on a eu un grand débat là-dessus, on a fait une spéciale déchets et recyclage, etc. Et Guillaume, il faut inviter Tristan, qui est justement notre spécialiste. On parlera déchets spatiaux, si vous voulez. Déchets spatiaux, il est brillant ici. C'est vrai? Ouais. Je mets la rotation de la Terre, etc., que ça ralentissait, je ne savais pas ça. C'est vraiment, j'ai appris un truc C'est pour ça qu'il faut venir au Figaro. Mais bien sûr, mais je vais me renseigner. Vous conduisez juste en voiture électrique. Est-ce qu'il y a d'autres gestes du quotidien que vous faites pour être le plus écolo possible? Vous prenez pas de bain? Oui, bien sûr. Attention, on est parti sur les recettes de grand-mère. Non, mais c'est véridique, hein, c'est un peu ringard, mais j'ai des plantes chez moi. Et en fait, je lis parfois des forums sur comment recycler pour ne pas mettre d'engrais mauvais pour la... Voilà. Et en fait, j'ai lu qu'il fallait découper des bananes en lamelles, enfin des pots de bananes, et je me fais des petits carrés de peau. Et ça marche? Bien sûr. Vos plantes ne meurent pas? Mes plantes vont très bien, mes oliviers aussi. Et je plante en faisant des trous dans la terre et je mets des bananes, voilà. Et c'est très intéressant. Mais oui, mais on apprend des choses aussi. Oui, bien sûr. Alors, on va faire du même pas cap, Oui, Charlotte. avant de passer à la suite. Alors, avant de passer à la suite, On a un petit défi pour Tristan? Tristan. Allez, on y va. On est prêt. Vous avez 30 secondes pour citer. Alors, c'est un défi cérébral. Il y a plusieurs défis, évidemment, dans cette boîte. Vous avez 30 secondes pour citer. Vous nous dites en régie que le top. Vous avez 30 secondes pour citer 10 Michel célèbres. Top. Michel Serrault, Michel Foucault, Michel Larocque. Ouais. Michel Simès, bien sûr. Michel Non, Simès. il n'est pas. Le dimanche. Michel Drucker, évidemment. 5. Attention. C'est pas facile comme jeu. Faut rire avec l'accent Michel Leb. pied noir. Michel Leb, excellent. Michel Sardou. On Michel donne Sardou. pas dans les oreilles. Ah, c'est pas facile. On les a? Un footballeur. Michel Voilà, Platini. c'est fini. Ah, on va dire c'était Michel presque bon. C'était presque Il faut jouer en rond. C'était presque En famille, on joue comme ça, mais en rond. Chacun dit l'un après l'autre et le premier qui perd. C'est pas mal. Merci beaucoup Tristan Weil. On retrouve évidemment vos papiers dans les pages du Figaro et sur le Figaro.fr. Merci Très bien, Tristan. merci à vous. Nous sommes toujours en direct sur Figaro Live. Merci de nous suivre. Posez vos questions évidemment à Guillaume Play qui vous répondra dans quelques plaisir. minutes en direct Sur les pots pendant de l'émission. banane. Sur les pots de banane.
Charlotte, Oui. sujet société maintenant évidemment, un sujet important. Il s'agit du procès prévu en Belgique de Salah Abdeslam. Absolument, Fred. Le premier procès de Salah Abdeslam, unique survivant des commandos islamistes du 13 novembre 2015, doit avoir lieu à Bruxelles du 18 au 22 décembre. Stéphane Durand-Soufflant, vous êtes chroniqueur judiciaire au Figaro. Pourquoi Abdeslam est-il jugé en Belgique ? Il est jugé pour toute autre chose, pour une fusillade qui a eu lieu là-bas au mois de mars 2016, dans une localité qui s'appelle Forest. En gros, pour simplifier, les islamistes ont été localisés dans un appartement, un assaut a été donné, il y a eu échange de coups de feu, 3 policiers ont été blessés, un des terroristes a été tué. Et on a retrouvé dans cet appartement les empreintes de Salah Abdeslam, donc, qui a été interpellé ensuite pour les attentats de Paris. Ouais. Il est actuellement détenu en France, mais les Belges, évidemment, entendent le juger pour ce qu'il a commis sur leur territoire. Bien entendu. Alors justement, peut-il assister alors à ce procès en Belgique alors qu'il est détenu en France ? Alors c'est très compliqué. Il a droit d'assister à son procès, c'est la moindre des choses. Évidemment, il ne peut pas y aller. Vous voyez, il ne peut pas prendre un EasyJet. C'est quelqu'un qui est extrêmement surveillé, qui fait l'objet de mesures exceptionnelles. Donc tout ça passe par de longues tractations entre Bruxelles et Paris. Et finalement, un accord a été trouvé. Donc on va, comme on dit un peu trivialement, prêter l'accusé aux autorités belges le temps de son procès. Mais comme on est un peu méfiant sur les conditions de détention en Belgique, parce qu'il y a des précédents précédents très malheureux malheureux, d'évasion calamiteuses, donc il sera détenu en France et il ira tous les jours au palais de justice de Bruxelles. Tous les jours. Mais alors on va le rapprocher de la frontière, on Ouais. va trouver une maison d'arrêt proche de la frontière afin de pouvoir le transférer de manière plus pratique. On sait de quelle façon il sera transféré chaque jour ? Probablement par la route. D'accord. Parce qu'on avait entendu pas mal de choses, notamment l'hélicoptère, mais ça pose de grosses difficultés. Donc ça sera probablement par la route. Évidemment, les itinéraires ne seront pas révélés à l'avance, Bien mais entendu. je pense qu'on va vite comprendre par où il passe, parce que quand le cortège va se mettre en déplacer. route, tout va être bloqué. Il y aura sûrement un hélicoptère justement en surveillance. Ça va être un transfert extrêmement compliqué. Je pense que ça ne va pas faciliter la vie des usagers pendant cette semaine. Vous parliez, Stéphane, des conditions dans lesquelles il est surveillé, Salah Abdeslam. Est-ce qu'il y a d'autres détenus qui ont été aussi surveillés que lui ? Écoutez, en France, j'ai un précédent en tête, c'est celui d'un braqueur qui s'appelle Antonio Ferrara, qui s'était évadé de la prison de Fresnes de manière extrêmement spectaculaire, à la suite de quoi il avait été mis dans des conditions d'isolement drastiques, assez pénibles pour un être humain, la fin justifiant les moyens. Et Salah Abdeslam, je crois que c'est encore plus dur, parce qu'on craint, surtout un suicide de sa part, qu'il essaye de se tuer, Ouais. et évidemment une évasion. Donc il est surveillé 24 heures sur 24. Alors, rappelons qu'il est dans une prison en France. Oui. Cette prison, c'est en sud de la banlieue parisienne. Voilà, Ça s'appelle Fleury-Mérogis. exactement. Stéphane, vous qui êtes notre spécialiste, que peut-on attendre de l'audience bruxelloise, pardon ? À mon avis, pas grand-chose en réalité, puisque jusqu'à présent, Salah Abdeslam n'a jamais parlé. Il a refusé de s'exprimer, mettant justement en avant ses conditions de détention, disant que tant qu'il serait dans cet isolement total, il ne parlerait pas. En plus, une autre difficulté, c'est que pour l'instant, il n'a pas d'avocat. Or, il faut qu'il ait un avocat pour comparaître devant un tribunal criminel, comme on dit là-bas. Donc, un scénario assez probable, c'est qu'au début de l'audience, on commette d'office un avocat pour défendre Salah Abdeslam, et l'avocat, assez naturellement, va demander à consulter le dossier, et donc ça risque d'entraîner une suspension, un renvoi de cette audience. Donc voilà, le 18 décembre, on ne sait pas exactement ce qui va se passer, ça risque d'être une foire d'empoigne, parce que les autorités belges n'ont pas mis en place un système d'accréditation pour la presse, notamment. Donc il va y avoir tous les journalistes de Belgique et tous les journalistes de France qui vont se retrouver là-bas. Ça va être un peu la cohue. Je voulais préciser aussi qu'a priori, les frais de transfèrement de l'accusé sont pris en charge par la Belgique. D'accord. Et pas par le concitoyen, mais les concitoyens français. A priori, c'est les Belges qui payent, puisque c'est eux qui le demandent. D'accord. Merci beaucoup, Stéphane Durand-Soufflant. On suivra vos papiers sur ce procès dans les pages du Figaro et sur lefigaro.fr. Guillaume, je crois que ce soir, vous recevez sur votre plateau, dans votre émission, l'ancien patron du RAID, Jean-Michel Fauvergue. Jean-Michel Fauvergue. Exactement. Pour quelle raison ? Parce que je trouve ça très intéressant. On suit ces procès, c'est quand même quelque chose qui a marqué la France. Bien sûr. Et je trouve ça très intéressant d'en parler, et surtout pour qu'ils viennent donner des conseils
comment se protéger soi-même quand on rentre dans un restaurant. Dans des situations... Dans des situations d'urgence, on est à l'école, nous il y a beaucoup d'étudiants qui écoutent, on est en cours, on entend des coups de feu, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que c'est plus intelligent de sortir? Est-ce qu'il faut mieux se calfeutrer? Est-ce qu'il faut se cacher sous les tables? On entend des scénarios toujours très différents et je lui ai demandé de venir en parler justement. Ça fait 2 ans que j'essaie de l'avoir et il n'était pas trop pour venir dans des émissions de divertissement. Oui. Il a entendu qu'on avait fait des émissions spéciales attentats 3 jours après le 13 novembre 2015. Il avait trouvé ça très intéressant. On en a parlé parce que je pense que la France est une cocotte minute et qu'à un moment donné, il faut laisser les gens s'exprimer. Et avec l'accord de mes patrons, on s'est dit que 3 jours après les attentats, il fallait faire une libre antenne, comme dans les années 80. On laissait le standard, les gens appelaient, ils arrivaient sans filtre en direct. Et on a eu des témoignages de gens qui étaient... c'était à fleur de peau, donc il y avait des fois, il fallait un petit peu calmer le truc. Et j'ai trouvé ça vraiment extrêmement intéressant et je me suis dit qu'il fallait en faire d'autres. On a invité des espions français de la DGSE, on a invité pour nous expliquer comment faire et leur métier, parler de leur métier. On a invité des astronautes, on essaye d'élever un petit peu les invités, pas inviter que des chanteurs. Oui. Et donc je trouvais ça intéressant d'avoir Jean-Michel Fauvert qui s'exprime très bien et qui est passionnant à écouter, parce que c'est un vrai passionné de son métier. Et comme tous les gens passionnés sont passionnants à écouter. Voilà. Merci beaucoup. On est à mi-parcours de l'émission. Merci Tristan, merci Stéphane, mais vous n'allez pas partir comme ça, Non, parce non. qu'évidemment Restez pour là, vous aussi cher Stéphane, ami. un petit défi, même pas cap. Alors c'est lequel, Pour oui, Stéphane, c'est un défi cérébral. En 30 secondes, vous avez 30 secondes pour citer 5 peintres célèbres. Peintre. Oui. Peintre, mon ami. Top, c'est parti. Picasso, Matisse, Degas, Bruegel, En général, on en a 4. C'est pour ça. Kandinsky. Oh là là. C'est bon. Oh vache, bien joué. Oh vache, bravo, spécial. Et pourquoi 4 Mais c'est parce qu'on a fait un test en fait avec plusieurs salles de réunion sur plusieurs jours. On a testé plein de gens à ce jeu justement pour essayer d'équilibrer les défis et que 90% des gens s'arrêtaient à 4. Donc on en a rajouté un 5e. Et ben voilà. Et vous avez bloqué à 4, mais bon après le 5e, Ouais, mais il bloque souvent à C'est 4. pas très difficile. C'était pas très difficile. Merci beaucoup. Stéphane, On vous merci retrouve Tristan. Très bientôt pour d'autres sujets d'actualité à anticiper. Et Merci. tout de suite, je vous propose qu'on passe au face-à-face avec Guillaume Play, jingle. Jingle. Guillaume, je sais que ça va être un petit peu difficile pour vous, mais je vais vous demander de Pourquoi ne plus parler pendant quelques minutes, car vous allez devoir écouter Fred. avec Il a des plaisir. choses à vous dire, Fred. Merci Charlotte. Guillaume Play, qui êtes-vous? Vous regardez, vous scrutez, vous radiographiez. Dans cette jungle du PAF, vous avez un œil de lynx. D'où votre métier animateur, du latin animatore. Enfin bon, bref, on s'en fout. Guillaume, vous émettez de bonnes ondes. C'est connu, les ondes à Guillaume, c'est comme les Harley Davidson avec plus d'énergie. Mais comment tirer votre portrait? Oui, Guillaume, pléonasme possible si on connaît des nasmes, moi je n'en connais pas. Bref, en disant Guillaume, je replay, donc pause. Pour tirer votre portrait, j'ai donc décontracté mes voyelles et mes consonnes, je me suis mis en mode plaise et délié. J'ai envoyé ma playlist, Plénitude, et pour vous scanner, rien de plus logique alors que de prendre un microscope et d'observer. Et bing, à force de regarder, on tend l'oreille et on se rend compte que Guillaume, c'est Louis. Vous allez me dire, Charlotte, que cela n'a pas de sens puisque Guillaume n'est pas Louis. Erreur, Charlotte. Louis est non seulement un sens, mais c'est justement le chemin, la voie qui nous mène à lui, Guillaume. Ouf. Donc, Guillaume, en écoutant dans mon microscope, ce qui, vous en conviendrez, n'est pas simple. Si j'ai bien compris, Guillaume, votre métier, c'est de vous faire ouïr en direct tous les soirs pendant 3 heures. Oui, j'avoue aussi avoir ouï plusieurs fois cette semaine votre émission. C'est sympa. Mais quel chemin! En 10 ans, depuis vos débuts à Montpellier, après un passage à Bruxelles, où la frite vous a donné l'énergie, ou inversement, ça marche aussi, vous avez déjà animé plusieurs émissions de télé, publié un livre, vous avez 2 chaînes YouTube qui dépassent le 1 million d'abonnés, vous êtes une boule de feu à faire fondre la glace. Liaison forte à propos, puisque vous avez prêté votre voix au mammouth Juliane dans le film d'animation L'Âge de glace 5. Maintenant, vous lancez un jeu de société, même pas cap, bref, vous êtes partout.
Et vous êtes surtout l'homme le plus écouté de France entre 20h et 23h. C'est donc un plaisir de vous accueillir. Guillaume Pley, merci d'être notre invité. Merci beaucoup. Allez Guillaume, Merci, on passe à l'interview, Fred. Ça Oui. permettra de nous interrompre dès que vous avez une question, la question d'un internaute. Que nous avons des C'est un sacré internautes. travail en tout cas, ce que vous avez fait, bravo. Nous avons des questions d'internautes. Vous restez avec Charlotte. Petite interview Très sympa. bien. Dès que les Mais internautes posent des questions, je vous Mais coupe. avec plaisir. Et c'est parti. Pas de problème. Guillaume Pley, en préparant cette émission, je me suis rendu compte qu'on ne sait pas grand-chose de votre vie privée. Ah si, peut-être, à part des révélations personnelles du genre « je passe toujours à la gauche d'un objet ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est vrai, c'est vrai. Non, j'ai un toc, mais c'est marrant. J'ai dit ça quand Oui. je ne me rappelle plus. Non, c'est vrai, en fait, je fais toujours attention. Je pense que les choses ont un sens et que je fais toujours attention à passer par la gauche des objets. Voilà, je vais passer pour un fou dès la première question. C'est bien. Ça veut dire que pour vivre mieux, vivons cachés, à propos de votre vie privée? Non, mais je pense que ma vie privée intéresse personne, tout simplement. Voilà, je pense que ça n'intéresse pas. J'essaye de donner un maximum à la radio et à la télé ou sur YouTube, mais après, ma vie privée, elle est tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. J'ai malheureusement pas de frasque à mon actif. Vous êtes un garçon sage, bien propre, bien rangé. Bah, en vrai, un peu. C'est-à-dire que c'est vrai que je fais du sport, je bois pas, je fume pas et je vais pas en boîte. Alors c'est vrai que du coup, il faudrait que j'y aille plus souvent si je voulais passer à la magazine People. Alors vous êt leader sur votre tranche, on l'a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait votre succès? Est-ce que vous savez l'expliquer, ça? Sincèrement, il faudrait demander à ceux qui écoutent l'émission. Moi, quand je fais l'émission de radio chaque soir sur Énergie, je pense pas à moi, je pense pas à l'équipe en particulier. Et c'est d'ailleurs le discours que j'ai avec eux. On pense d'abord aux gens qui nous écoutent. Oui. C'est-à-dire que quand on est malade, quand on a la grippe, il y a des gens qui sont à l'hôpital, qui nous écoutent, qui n'ont pas la chance qu'on a aujourd'hui d'être dans un studio de radio. Donc on doit donner 100% de notre énergie tous les jours. Et on essaye de faire l'émission, j'essaye de faire l'émission que j'aurais toujours voulu entendre. C'est-à-dire une émission où on est vraiment en interaction. Moi, j'ai commencé à Montpellier la radio, mais j'habitais même à Perpignan, encore plus au sud. J'étais loin de Paris, loin de ce milieu-là. Et quand j'écoutais, j'avais l'impression d'être vraiment d'un autre monde. J'avais pas la même vie que les animateurs. Je les voyais sur leur tour d'ivoire. J'imaginais pas pouvoir les rencontrer, leur parler, surtout qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, moi, à l'époque. Donc pour moi, c'était un autre monde lointain. Et j'essaye de rapprocher ça. Tous les mois, on part faire une émission dans une ville différente de province, histoire de rencontrer les gens. Parce qu'un mec de Lille ne ressemble pas à un mec de Montpellier, qui ne va pas ressembler à un mec de Bordeaux. Il y a du vocabulaire différent, il y a une manière de s'exprimer différente. Et quand on fait de la radio, en les rencontrant chaque jour, on s'exprime du coup avec des mots d'argot de Lyon, etc. Eh ben, justement, une question fort à propos. Guillaume, vas-tu venir sur Valenciennes à partir de janvier? On va même venir sur Valenciennes. Non, on vient sur Lille. J'ai pas mon planning de tête, je ne vais pas dire de bêtises. Je sais qu'on vient, je crois, le 9 à Lille. Eh ben voilà. Donc c'est je crois, la date la plus proche et dans tous les sens du terme. D'accord. On imagine que vous essayez malgré tout d'être différent de ce qui se fait ailleurs. Qu'est-ce qui fait de vous quelqu'un de novateur par rapport aux animateurs de la concurrence? Sincèrement, c'est compliqué de parler de moi comme ça, mais j'essaye d'avoir des modèles, parce que je pense qu'il faut des modèles. Il faut faire du benchmarking, il faut prendre ce qu'il y a de mieux partout. Mais il ne faut pas aller reprendre exactement la même recette. C'est-à-dire que j'adore Jimmy Fallon, j'adore plein de shows américains. Ça ne m'empêche pas de mettre parfois plusieurs jours à profit pour trouver un jeu. Avec mes équipes, on essaye d'apprendre 25 accents, de mettre des fausses moustaches. On se met dans une pièce face à une glace, on essaye de faire des personnages. Et là, on a inventé tous les jeux qu'on a cette année, on a copié personne. Et on essaie d'être novateur avec les nouvelles technologies. Moi, j'essaye de me dire, tiens, aujourd'hui, il y a le FaceTime, il y a ça, tac. L'autre jour, j'ai animé un concert à Énergie, il y avait 370 000 personnes le 14 juillet à Toulouse. Donc, c'est quasiment 400 000 personnes. Il y a des écrans géants. Je me suis dit, tiens, aujourd'hui, on peut faire des FaceTime. J'ai appelé Gad Elmaleh en FaceTime et branché sur les écrans en Wi-Fi. Du coup, les gens voyaient Gad Elmaleh et vice-versa. Et du coup, on a pu faire danser Gad Elmaleh sur son balcon, les gens le suivaient, etc. On peut utiliser la technologie pour être un peu novateur. Très rapidement, 331 vous pose la question, quelles sont les émissions télé et radio que vous écoutez, Guillaume? Les émissions de radio que j'ai écoutées, déjà, je me suis vraiment tué à écouter Arthur à l'époque sur Europe 2. C'était vraiment l'émission qui m'a beaucoup inspiré. Le roi de la radio. À l'époque. De quoi, pardon? C'était le roi de la radio. Ah ouais, complètement. C'était vraiment mon modèle. Lui, vraiment, j'adorais sa liberté de ton. On avait l'impression qu'il arrivait 3 minutes avant et qu'il posait son casque et tout ça. Ce qui était peut-être vrai d'ailleurs.
mais il le faisait vraiment très bien. Aujourd'hui, les émissions de radio que j'aime écouter, ça serait Laurent Ruquier. Je trouve Laurent Ruquier très efficace dans les grosses têtes. Et Manu le matin sur Énergie. Ah bah justement, sans faire de fausses pubs et non, tout mais ça, voilà. je trouve qu'il est extrêmement précis, extrêmement drôle. J'ai une autre question, mais il y en a énormément. Aimeriez-vous animer un morning? Autrement dit, aimeriez-vous piquer la place de Manu Lévy? Alors, sincèrement, déjà, j'ai pas la prétention d'avoir son niveau aujourd'hui. Je viens d'arriver aux 20h, c'était déjà un rêve. Je pense qu'il faut déjà être bien dans ses pompes et être bien sur sa tranche pour commencer à envisager de faire autre chose. Le morning, c'est complètement différent de la libre antenne le soir. C'est des speaks de 2 minutes, 1 minute, on envoie 3 musiques. Nous, on parle 20 minutes, on envoie 1 musique, donc on est dans autre chose. Moi, j'adore la chaleur du soir, j'adore pouvoir parler. Et dans un morning, je me sentirais peut-être étriqué aujourd'hui. Mais ça peut évoluer dans les années à venir. Et si un jour Manu n'a plus envie de faire le morning, il le fera savoir, etc. Mais aujourd'hui, je suis vraiment extrêmement heureux le soir et épanoui. Alors on parlait il y a quelques minutes de l'animateur le plus con de la radio, en l'occurrence Arthur, mais il y en a un autre qui s'appelle Coé. Il faisait partie aussi de vos modèles quand vous étiez plus jeune. Quel regard porte aujourd'hui le confrère que vous êtes vis-à-vis de ces animateurs aujourd'hui reconnus C'est-à-dire vis-à-vis de Coé? Vis-à-vis de Coé, vis-à-vis d'Arthur, ce sont les modèles que vous aviez quand vous étiez Oui. jeune. Aujourd'hui, vous faites partie de la même communauté, on va dire. Oui. Quel regard vous avez totalement. de professionnel vis-à-vis De professionnel, j'étais plus fan d'Arthur que de Coé quand même. C'était pas le même niveau de fanatitude. Je trouvais Arthur élégant et il avait un côté quand même différent de Coé. Et aujourd'hui, il a très très bien évolué, Arthur, en l'occurrence, dans le sens où il a pris un chemin de producteur international. Il a mal évolué, Coé? Il a. C'est deux chemins totalement différents. C'est deux chemins totalement différents. Ils ont chacun choisi. Après, chacun a la vie qu'il mène. Moi, j'essaye de me concentrer sur l'émission. Et... Il n'a pas été très tendre, Coé, à votre sujet cette semaine. Il disait à nos confrères d'OZAP que selon lui, vous reprenez les mêmes codes, que vous essayez de faire pareil que son émission, c'est-à-dire la place que vous occupez aujourd'hui, c'était la sienne depuis 7 ans sur Énergie. Il a critiqué vos audiences également en disant que vous étiez en difficulté. Qu'est-ce que vous répondez? S'il n'est plus sur Énergie, c'est qu'il y a eu une bonne raison à un moment donné. Donc il faut qu'il se concentre sur son émission, qu'il fasse le meilleur travail possible. Et moi, je suis pas là-dedans. Et en plus, moi, vraiment, je lui souhaite le meilleur. Et c'est sincère. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des auditeurs de tous les âges. Et il y a 6 ou 7 000 émetteurs de radio FM en France. Donc il y en a pour tout le monde. Moi, je ne suis pas de la génération des années 80 où ils se tiraient tous dans les pattes. Je suis dans la génération où je vois 2 Toulousains qui déchirent, qui font du rap, il y a 4 ans, qui s'appellent Big Flo et Oli. Je suis allé les chercher, personne ne les connaissait. J'ai fait une émission avec eux, spéciale sur eux, à Toulouse, parce qu'ils ne pouvaient pas se déplacer. Et les vidéos ont fait des millions de vues. On a fait découvrir 2 mecs super qui étaient invités au NMA il y a 6 mois. Moi, c'est plus ça ma façon de vivre mon métier. C'est plus de partager que d'aller flinguer les autres. Et pourquoi vous pensez qu'il vous titille comme ça, qu'il vous cherche comme ça par médias interposés? Franchement, il faudrait lui demander à lui. Bon, écoutez, sur les audiences, on fait ce qu'on peut. On essaye de travailler au maximum, de le faire avec amour. Les audiences, il faut appeler un chat. On est première radio de France. Bah, voilà. Vous êtes leader sur votre tranche. On est leader sur notre tranche. Et ça va évoluer, vous allez le voir très bientôt dans les chiffres qui arrivent et ça va de mieux en mieux. Oui. C'est-à-dire que c'était une case qui nous allait laisser vraiment en pente et la pente en radio, c'est lent à remonter et ça arrive dans les semaines qui arriveront. J'ai un petit compliment, les compliments n'arrêtent pas de tomber. J'ai Amandine qui nous dit « Merci d'être l'animateur que tu es et qui prend du temps avec tes fans ». Donc voilà. C'était juste une information, pas une question. Alors vous parliez du travail que vous faites vous en soirée, contrairement à ce que font, par opposition à ce que font les animateurs en matinale. Ça ressemble à quoi, une journée type de Guillaume Pley? Comment vous préparez votre journée? Vous vous réveillez à quelle heure et vous finissez à quelle heure? On aimerait savoir ça. Alors ça commence à... Moi j'ai une société de production qui produit l'émission, qui permet d'avoir une indépendance sur non pas sur l'édito, mais sur la façon de créer cette émission. Moi, je mets on est beaucoup dans mon équipe. Il y a un tiers de mon équipe qui est chargé au développement de l'émission, justement à la création de nouveaux jeux, à la création et à la réflexion quand on reçoit des invités sur ce qu'on peut faire un peu de différent. Une journée, ça commence à 10h du matin, ça finit à 2h. Voilà, du matin. Pour vous donner un... Mais vous vous levez à 10h? Non, je me lève à 8h. À 10h, je suis au bureau. On prépare en général pendant 4 heures l'invité. Ensuite, on écrit les jeux du soir. On réfléchit à comment essayer de ne pas faire la même émission qu'hier tout en gardant les mêmes codes. Vous n'êtes jamais à sec?
En Non. panique, avec aucune idée. En panique? Ouais. Non, je suis en panique, moi, naturellement. C'est-à-dire que j'ai plus de cornflakes chez moi, je On a vu, panique. sans voir. Non, mais voilà. Mais après, sur les idées, non, ça m'est déjà arrivé. D'ailleurs, ça m'est arrivé l'année dernière. À un moment donné, j'ai dit à mon équipe, vous savez quoi, vous allez tous aller vous coucher et je vais faire l'émission seul ce soir. Et j'ai fait un Guillaume tout seul. J'ai sans standardiste et sans rien. Je suis parti sans fiche. J'ai pris 10 CD de musique et je suis parti à l'assaut de l'antenne. Et j'ai passé une soirée, j'ai expliqué aux gens. J'ai dit voilà, je ne vais pas vous mentir. Aujourd'hui, on a eu plein de galères. Il n'y a rien qui est prêt. Donc je vais être seul avec vous. On va parler de ce que vous voulez, comme dans les années 80. Vous appelez, vous passez. Et pareil, et j'ai ouvert le standard. Et les gens arrivaient. Et en fait, on a fait le record de SMS depuis 7 ans d'émission, le record d'appels. Parce qu'il y avait une vraie proximité où les gens passaient. Et en fait, on a eu des sujets hyper intéressants. Et c'est ça l'intérêt aussi de faire des émissions un petit peu différentes. Voilà. Alors vous faites de la libre antenne, ce qu'on appelle de la libre antenne. Oui. Quelles limites vous vous fixez pour éviter les dérapages? Non, en fait, je me fixe pas de limite. C'est de la bonne intelligence après. Moi, le CSA, je pense qu'on n'a pas de souci avec eux. Je pense qu'ils nous apprécient. Ils comprennent que je transmets des bonnes valeurs. Sincèrement, moi, j'ai été éduqué comme ça. Donc, je ne vais pas aller transmettre des âneries, mais j'essaye de faire le mieux que je peux, tout simplement. Je vais éviter les sujets qui vont nous emmener sur des discords, forcément, la politique, Ouais. voilà, si on peut, la religion. Parce que même les gens de la même religion, dans des mêmes pays, ne sont pas d'accord entre eux. Voilà. C'est-à-dire que l'autre jour, j'ai eu un petit gars qui me demandait de parler du conflit israélo-palestinien. Il s'appelait Mohamed, il était passé à l'antenne, il avait 14 ans. Mais est-ce qu'on peut en parler parce que je ne comprends pas bien? Et je lui ai dit, écoute Momo, je vais te dire la vérité. Moi, j'ai jamais rien compris. Et moi, j'ai pas de religion, j'y connais rien. Et je vais t'emmener, je vais dire des bêtises. Donc, je t'encourage à écouter une autre radio le jour où tu as besoin d'apprendre quelque chose sur ce sujet. Mais même les gens de la même religion en Israël et en Palestine ne sont parfois pas d'accord sur certains points. Donc, je lui dis vraiment, on ne sera pas d'accord ce soir là-dessus, mais je t'encourage à aller vraiment prendre l'éducation sur le sujet que tu veux et revenir après pour rigoler avec nous de bon cœur sur les autres sujets d'habitude. Voilà, c'est les 2-3 fois, et c'est pas que je ne veux pas en parler, c'est tout simplement que je ne suis pas assez instruit sur ces sujets-là. Parfois sur les radios, ça fait des années que c'est comme ça. Sur les libres antennes, il y a parfois des dérapages sexistes. Aujourd'hui, c'est encore plus évident. C'est parfois plus risqué encore aujourd'hui avec le tsunami provoqué par l'affaire Weinstein. Vous faites encore plus attention, vous, aujourd'hui, par rapport à ces sujets-là, par rapport aux auditrices que vous avez en ligne? En fait, on n'a jamais fait de blagues sexistes. J'ai pas été éduqué comme ça non plus, donc je ne vais pas les emmener sur ce terrain-là. Après, Weinstein, c'est dans le privé, donc moi, je fais très attention à être entouré de gens gentils. Mon équipe, parfois, j'en prends des moins bons, mais des plus motivés, et des gens plus gentils. J'ai une petite équipe, je sais bien que j'aurais pas d'histoire comme Weinstein. Je prends les petits gars qui ont 18 ans, qui arrivent de Grenoble et qui rêvent de faire de la radio. On n'est pas dans le délire encore. Et on le sera jamais, je pense. Vous avez 32 ans. Oui. C'est pas beaucoup, et en même temps, ça fait une dizaine d'années que vous faites de la radio. Vous comptez tenir ce rythme-là combien de temps? C'est la question que je me pose, parce que je me dis à un moment donné, c'est pas possible, on part jamais en vacances. Et là, on prend que 5 jours à Noël pour être là pour le lendemain du réveillon, parce que moi, je vais être là dès le 1er janvier. Parce que ceux qui écoutent l'émission, ils ont envie d'être avec nous dès le 1er janvier. Certains reprendront le boulot ou quoi. Mais c'est une vraie bonne question. Et en fait, tant que je suis pas lassé, je suis heureux. Et parfois, je le dis à mes parents, je dis, j'ai la vie dont je rêvais. Pouvoir faire un métier extraordinaire, parler avec des gens extraordinaires de partout, qui appellent de Corse, machin. Enfin, c'est génial. Donc, je ne vais pas m'arrêter de faire quelque chose qui me plaît, où je m'éclate. Mais vous savez où vous serez dans 10 ans? Pardon, Fred. Non, mais pas de problème, Charlotte, vous faites comme vous. Où je serai dans 10 ans, sincèrement, je n'en ai aucune idée. Je pense que je ne suis pas carriériste, je crois aux opportunités et aux gens qu'on rencontre. D'accord. Si je rencontre quelqu'un qui me propose, par exemple pour l'âge de glace, là, vous le disiez avant, j'ai eu la chance de faire ça avec Vincent Cassel, Elise Moon et Gérard Lanvin. Enfin, c'était dingue. On m'a proposé le truc. 3 mois avant, j'aurais jamais imaginé faire un doublage, et encore moins d'un blockbuster pareil, parce que c'est quand même 6 millions d'entrées ou 5,8 millions en France. Enfin, c'est monstrueux. Et voilà, je crois aux opportunités, aux rencontres humaines, et on verra où ça nous mène. Et pour l'instant, j'ai ma passion qui est la radio, et YouTube, typiquement, ça n'existait pas il y a 10 ans. Ouais. Enfin, et Dans ces proportions-là, en tout cas. Même il y a 3-4 ans, c'était moins fort, et aujourd'hui, je m'éclate. Alors, très vite, parce que le temps nous est compté, Guillaume. Vas-tu ressortir un livre? Oui, on va ressortir un livre bientôt. Dans, je pense, 4-5 mois, je suis en pleine écriture actuelle. Un livre sur les... un livre. Pas d'infos. Un livre. Je viendrai le dire ici. Ah bah si cool, vous voulez. ok. Mais je garde la surprise parce que j'ai pas envie que quelqu'un l'écrive avant nous. D'accord. Je pense qu'on a trouvé une bonne idée rigolote, et voilà. Je vous Plein en de parlerai quand choses. ça sera Merci de nous faire rire tous les soirs, d'être proche de nous. Merci. Et alors, très drôle, parce que beaucoup d'internautes vous demandent
de faire, je vais les lire tels que, j'essaie de la retrouver, ça va me prendre une demi-seconde en régie, ils vont aboyer dans ma petite oreille. Face caméra, est-ce que vous pourriez dire un bonjour à tous ceux qui vous adorent parce qu'ils veulent vous voir leur dire bonjour? Bonjour à vous tous qui me suivez chaque jour. Merci d'être là. Sincèrement, c'est pas un discours facile à faire parce qu'il faut se livrer un petit peu. Mais merci à vous déjà de me faire vivre mon rêve. J'espère que vous prenez du plaisir à écouter l'émission et à regarder les vidéos qu'on fait ensemble sur YouTube parce que l'émission, c'est pas moi, c'est vous. C'est-à-dire que vous êtes vraiment le carburant de l'émission. Les jeux, c'est vous qui les faites. Parce que dans l'émission, c'est vraiment eux qui font les jeux, c'est pas moi. Et donc j'espère que je vous sers de haut-parleur aussi bien que je l'imagine. Et si vous avez d'ailleurs des réclamations, des façons d'améliorer l'émission, n'hésitez pas à me le dire sincèrement. Chaque jour, on la fait évoluer. Il y a des défauts toujours dans les émissions qu'on fait, mais n'hésitez pas à me les proposer. Même avant la fin de l'émission, on a fait un quart d'heure hier spécial justement sur comment améliorer l'émission. Les gens ont appelé. On a l'impression que les cadeaux n'arrivent jamais, tac, tac, tac. Donc on a pris plein de gens qui avaient gagné des cadeaux à l'antenne et qui confirmaient que c'était bien là, etc. On essaye d'améliorer ensemble finalement parce que quand on n'est pas animateur radio. Je réveille à 32 ans, donc finalement j'apprends un métier avec vous et on l'apprend ensemble le soir. Voilà. Merci en tout cas d'être là. Merci Charlotte. Je reste. On a une deuxième partie de l'émission. On passe à la deuxième partie de l'émission. Jingle. Merci Guillaume. Merci. Bonjour. Ah oui, quand même. Je range mes petites fiches et nous attaquons cette deuxième partie de l'émission. Vient de nous rejoindre en effet Damien Mascret. Bonjour docteur, du service santé du Figaro, qui nous parlera de la découverte d'un nouveau traitement contre le sida. Exactement. Mais tout de suite, place à la politique avec un autre sociétaire que nous avons l'habitude de recevoir, Karl Meus. Bonjour Karl, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef au Figaro Magazine. Dans 10 jours, ce sera le premier tour de l'élection du président des Républicains. On sait ce qui va se passer ? Oui. On sait ce qui va se passer, très bien. Non mais je fais court parce que comme on parle pas trop politique dans l'émission, Karl le sait. Alors dites-nous ce qui va se passer ce 10 décembre prochain. Écoutez, si tout se passe comme prévu, Laurent Wauquiez sera élu président des Républicains. Alors 2 tours sont prévus normalement, le 10 et le 17 décembre. Il peut être élu au premier tour, Laurent Wauquiez ? Alors attendez, si Laurent Wauquiez, ancien ministre, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans un parti qui contient encore un grand nombre de militants sarkozystes, lui qui a été un soutien de Nicolas Sarkozy à la primaire, celui qui a obtenu le plus grand nombre de parrainages. Vous vous souvenez, il fallait avoir un nombre d'élus, il a largement dépassé, il fallait avoir 10% des militants, c'est-à-dire plus de 2003, il en a eu largement plus. Il fait face à 2 inconnus, Maël de Calan, je ne vous ferai pas le test de savoir qui sont les deux. Maël de Calan, 37 ans. Ouais. C'est ça. Et c'est un monsieur qui est arrivé en politique il n'y a pas si longtemps. Et la deuxième candidate ? Et la deuxième candidate, je ne sais pas, mais Maël de Calan, j'ai regardé son interview sur BFM TV ce matin. Ouais, voilà. Florence Portelli, 39 ans. Portelli, tout à fait. Voilà. Donc s'il n'arrive pas à les battre dès le premier tour, là, il y aura un vrai problème. Alors admettons, il est élu. Que se passe-t-il ? Il fait de sa victoire. Oui, d'accord. Alors ça, c'est clair, mais on imagine, mais après. Bon, oui, non, je vous taquine. Il appelle ses adversaires pour les féliciter, pour essayer d'ailleurs de les garder, éventuellement leur proposer de travailler avec lui. Ensuite, il va composer la direction de son mouvement. Alors ça va se faire en 2 temps. Il va d'abord y avoir une sorte de PAC, les gens les plus fidèles avec qui il va travailler. Donc il va nommer des gens aux vice-présidences, secrétaire général, secrétaire généraux adjoints, porte-parole. Il n'y a qu'un nom que je peux vous donner, parce que lui, non, mais il l'avait déjà dit, c'est l'accord qu'il a passé avec Virginie Calmels, qui sera dans cette direction-là des Républicains. Ensuite, il convoque un Conseil national. Le Conseil national, c'est le Parlement du parti. Et là, il y aura, dans une deuxième étape, tous les secrétaires nationaux. La question, c'est de savoir est-ce qu'il fait une armée mexicaine, comme faisaient les autres avant, comme ça fait plaisir à tout le monde, ou est-ce qu'il essaye d'avoir une direction là un peu resserrée ? Vous parlez des gens qui veulent travailler avec lui, mais quid de ceux qui ne voudront pas travailler avec lui ? Ah oui, je vous vois venir, là. Vous voulez me faire parler d'Alain Juppé, c'est ça ? Évidemment. Alors, qu'est-ce qui va se passer Eh bien oui, alors ça c'est... C'est ça le... On ne sait pas. Comme me le disait un sénateur l'autre jour, le mois de décembre sera un mois à haut risque. Pourquoi ? Parce que si Alain Juppé s'en va, c'est quand même quelque part une catastrophe. C'est le fondateur de l'UMP qui ensuite s'est transformé en républicain. Donc c'est pas neutre. S'il reste en revanche, là, bon, il y a moins de catastrophes. D'ailleurs, c'est ce que Sarkozy dit souvent.
Juppé, il est tenté. Il est souvent tenté, mais en fait, il ne bouge pas, il ne fait rien. Donc, ce qui est sûr, en tout cas, c'est que l'idée de Juppé, qu'il a émise il y a quelque temps, d'avoir une sorte de grand parti central, de s'associer aux élections européennes avec La République En Marche, ça, c'est une idée qui divise fortement les électeurs des Républicains. Qui divise véritablement le... Ouais. Oui, je vais vous donner un petit scoop pour vous. C'est qu'on a un sondage dans le Figaro Magazine qui sort demain. Donc on ne le sortira que demain. Ouais. Donc vous le gardez pour vous. Non, on le garde pour nous, ça ne sortira pas de Paris. D'accord. C'est un sondage fait par Kantar Sofres pour le Figaro Magazine. Il sera en ligne sur le Figaro.fr dès demain 8h normalement. Ouais. Donc je vous donne juste 2 chiffres. On a interrogé les sympathisants des Républicains, les Français et d'autres sympathisants, mais c'est plus intéressant sur eux, pour savoir s'ils étaient d'accord pour faire un accord républicain, La République En Marche, aux prochaines élections locales. 45% des sympathisants sont favorables, 42% ne le sont pas. Vous voyez là, petite difficulté. Oui. En revanche, il y a quelque chose qui est très clair, c'est quand on les interroge sur est-ce que vous voulez qu'il y ait un accord entre les Républicains et le Front National pour les prochaines élections, là c'est 65% des sympathisants républicains qui disent non, on n'en veut pas. Donc vous voyez à la fois, Laurent Wauquiez, s'il est élu le 10, aura une feuille de route claire, mais pas forcément simple à mettre en place. Merci beaucoup, Karl Meeus. Évidemment, on vous retrouve dans le Figaro Magazine et puis le sondage Kantar Sofres dès demain. Tout à fait, dans les kiosques, bien entendu. Guillaume Pley, est-ce que l'actualité politique vous intéresse ? Ah oui, complètement. Bien sûr, je regarde ça de très près. J'ai même essayé d'inviter Emmanuel Macron. Donc on devrait peut-être l'avoir. Il ne vous a pas encore répondu ? Si, il a donné son accord, sans date. Accord de principe ? Un accord de principe, et ce qu'il aimait bien aussi apparemment, et qu'il n'y avait pas de problème sur l'émission en particulier, mais j'aimerais bien le recevoir. Je trouve très intéressant et j'ai plein de questions à lui poser. Voilà. Par exemple ? J'en ai trop. Celle à laquelle vous pensez tout de suite. Comment se passe une journée de président ? Ouais. Moi, je veux savoir comment on se sent quand on est élu, les vraies questions que tout le monde se pose finalement. Et pourquoi est-ce qu'on est vraiment libre de prendre toutes les décisions qu'on a envie ? Pourquoi telles décisions que vous avez annoncées n'ont pas été prises ? Est-ce que vous avez été bloqué à telle étape, etc. Il y a plein de questions intéressantes à poser. Si vous faites une spéciale, notre spécialiste peut venir chez vous. Avec plaisir. Parce que c'est quand même une star internationale. Plaisir, on peut fusionner. Et Chiche, vous faites comme vous avez fait pour l'émission. Vous lui dites, un jour, vous arrivez devant les Français, j'ai rien préparé. Débrouillons-nous. Qu'est-ce que vous voulez ? De quoi voulez-vous qu'on parle ? Ça peut être une bonne idée d'Ontario. En tout cas, merci Karl. Vous n'allez pas partir comme ça, Karl, puisque c'est même pas Karl. Oui. Alors, mon cher Karl, j'ai le droit à un joker. Utilisez votre feuille et votre stylo. Une feuille stylo. C'est pour ça qu'il me passait une feuille et un stylo. Pour ça. Alors, attention, dessine. Non. Si, les yeux fermés. Un animal. Un animal. Si ton voisin devine, le défi est validé. Voilà. Effectivement, c'est un défi. Et en plus de ça, cette question, il dessine très très bien, Damien. C'est un spécialiste. Tu fermes les yeux. Moi, les yeux ouverts, je ne sais pas dessiner. Allez, c'est parti. Karl Meeus. Il va y avoir des traces sur la table. C'est parti, 10 secondes. On ferme les yeux. Un indice, c'est. Non, pas d'indice. Un indice, il est venu sur ce plateau. Bien. Je vois. Oh là là. Il a réussi à un petit animal. Oui, il a les yeux. Alors attends. Ferme bien les yeux. Voilà, peut-être là. On va le garder. On va le garder. Je te dis, on va le garder. Oui. Un chat. Quand même sauter le cochon. Parce que le chat de Philippe Gueluc. Mais oui, on avait reçu Philippe Attends, il y a quelques ne bouge pas, on va le montrer à la caméra. On dirait un cochon. On dirait quoi ? Tiens, donne-le-moi. Mais c'est bon. Ça a été reconnu. Je ne le signe pas parce que si ça prend de la valeur. Non. Je fais comme Picasso, j'achète mon repas, pas le restaurant. Allez, maintenant, Fred, on file chez le médecin. Absolument, tout à fait. Bonjour, Damien Mascret. Bonjour. Docteur Mascret, vous êtes le spécialiste santé du Figaro. Demain, Damien, c'est la journée mondiale contre le sida et vous voulez nous parler d'une nouvelle qui fait rêver, une nouvelle qui risque de changer considérablement notre vie. Bah oui, c'est ce qu'on appelle la stratégie Shock and Kill et ça pourrait effectivement être un pas important dans le traitement du sida. Alors, Shock and Kill, pour comprendre cette stratégie, il faut savoir une chose, c'est que quand vous êtes infecté par le virus du sida, alors c'est relativement facile avec les traitements antirétroviraux, les trithérapies comme on les appelle, de détruire tous les virus qui se promènent dans le sang. Donc à chaque fois qu'il y a du virus dans le sang, on le détruit. Ça marche assez bien. Par contre, le virus du sida va aussi se planquer, se nicher dans ce qu'on appelle des réservoirs, des ganglions,
ou alors des cellules du cerveau, des cellules de la moelle osseuse. Bref, il va dans des cellules dormantes. Et là, pas de chance, quand il est dans les cellules dormantes, les antirétroviraux ne peuvent pas le détruire. Ce qui fait que dès que vous arrêtez de prendre votre traitement, eh bien, le virus dormant se réveille et se balade dans le sang. Et donc, évidemment, on ne peut pas, en tout cas aujourd'hui, guérir le virus du sida, le malade du sida. Avec cette nouvelle approche, comment fait-on pour faire sortir le virus du sida des cellules dormantes où il se cache? Alors, le principe est simple, on réveille les cellules dormantes et ce qui est étonnant, c'est qu'on les réveille avec un traitement du cancer. En effet, il y a des similitudes entre les cellules infectées par le virus du sida qui dorment ou qui se réveillent pour proliférer et les cellules cancéreuses qui, elles aussi, prolifèrent. On le sait très bien, quand il y a un cancer, c'est une prolifération de cellules. Eh bien, on s'est aperçu qu'en utilisant ce qu'on appelle des immunothérapies, il était possible de réactiver le système immunitaire, de réveiller les cellules endormies et notamment les virus qui étaient planqués dans ces réservoirs. Et donc, les virus sortent. Alors, il faut tout de suite, c'est pour ça qu'on dit choc, c'est le choc de les faire sortir, mais il faut tout de suite les tuer, shock and kill. Donc, effectivement, en continuant les antirétroviraux en même temps que l'immunothérapie, eh bien, on s'aperçoit qu'on arrive apparemment, en tout cas on arriverait, c'est l'espoir, à vider complètement les réservoirs et donc peut-être à guérir. C'est une découverte extraordinaire. Alors, c'est une découverte extraordinaire, mais ce qu'on attend maintenant, c'est un premier patient chez qui ça va marcher. Et ça, eh bien, ça sera vraiment le ticket vers l'espoir de guérir vraiment cette fois-ci du sida. Docteur, une dernière question. Est-ce que cela pourrait mettre fin à l'épidémie? Parce que je rappelle que depuis l'apparition de cette maladie en 1981, plus de 35 millions de personnes sont mortes. Oui, et puis on a aussi 36 millions de personnes en ce moment qui vivent avec le virus du sida. On a aussi ce qu'on appelle une épidémie cachée. On a environ en France 25 000 personnes qui sont contaminées sans le savoir, donc qui vont aussi potentiellement contaminer d'autres personnes. Donc effectivement, c'est l'espoir. Si on a cette fois-ci un traitement curatif et non pas seulement le traitement palliatif, qui est très important, surtout les antirétroviraux, ça permet la trithérapie de vivre avec une espérance de vie quasi normale. Et surtout d'avoir une charge virale du virus qui se balade dans le sang quasiment à zéro, donc de ne pas contaminer d'autres personnes. Donc c'est vraiment fondamental, mais vraiment, l'espoir, c'est de franchir ce pas, de guérir la personne infectée, parce que là, eh bien, on peut espérer peut-être un jour venir à bout de cette épidémie. Ce ne sera pas facile. Dans le monde, 70% des personnes infectées sont repérées, mais 30% ne sont pas identifiées. Ce ne sera pas facile à l'échelle mondiale, mais en tout cas, c'est vraiment l'étape, on va dire, l'étape décisive qui pourrait nous faire vaincre cette maladie terrible. En tout cas, docteur Damien Mascret, merci. Ce scoop est dans les pages du Figaro demain et sur lefigaro.fr. Et vous revenez quand vous voulez pour toutes les informations médicales santé et évidemment pour ce type de scoop qui peut nous changer la vie. Mais pour Damien aussi, il y a un petit défi. Eh bien oui, un petit défi de même pas cap. Alors attention. On va demander à Guillaume de le lui lire. Non, mais parce que, tiens, Guillaume. Parce que vous êtes le spécialiste. C'est celui-là. En 10 secondes, il faut citer 4 sports qui se jouent avec une raquette. Tennis, badminton... Ouais, en général, on bloque à 3. C'est pour ça qu'on a mis 4. Squash, tennis, badminton. Squash, ping-pong. Voilà. Oui, bien, 4, un peu aidé, hein. Juste, j'aimerais bien qu'on garde ce dessin parce que c'est quand même un grand moment de l'histoire. Ça y est, notre émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Merci Guillaume d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes tous les soirs du lundi au vendredi en direct sur Énergie dans Guillaume Radio de 20h à 23h, qu'on vous retrouve évidemment dans les meilleurs moments de cette émission sur YouTube. Vous êtes également sur YouTube sur votre chaîne Gameplay dans lesquelles vous faites des défis qu'on retrouve également dans ce jeu que vous venez de sortir. Même pas cap. Ça fait beaucoup d'actualité pour vous, tout ça. Oui, c'est bien, on s'éclate bien, on a le temps de La semaine dernière, Guillaume, à votre place, nous avons reçu Patrick Poivre d'Arvor. Il vous a laissé un petit mot. Ah, waouh. On regarde. Alors bonjour cher Guillaume, que je ne connais pas, mais je vous souhaite plein de bonheur dans la vie. On m'a dit que vous étiez leader de votre tranche. Un statut que j'ai connu un peu, voilà, simplement, voilà, il faut peut-être juste un peu imaginer ce qui peut se passer derrière. C'est tout, c'est pas une question, c'est un conseil, voilà, et donc toujours avoir le coup d'après, si c'est possible. Mais je vous souhaite beaucoup de bonheur sur Énergie. Ah, c'est sympa. Sympa. C'est la classe, hein. PPDA, j'ai regardé. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est rigolo. Vous le remercierez de ma part, hein, si vous le savez. Merci PPD. À propos de télé, justement, vous vous êtes essayé à la télévision quelques fois, ça n'a pas toujours été une réussite. Est-ce que vous y pensez encore? D'autres projets à venir peut-être? Oui, totalement. Vous savez,
J'ai reçu beaucoup de messages de condoléances après Rising Star parce que les audiences. C'est un programme d'M6 lancé en 2014. Exactement. Ouais. Vous étiez co-présentateur aux côtés de avec Faustine Bollard. Faustine Bollard, tout à fait. Il y avait David Hallyday d'ailleurs dans le jury. Oui, tout à fait. Et moi, je me suis éclaté à le faire. Vous vous rendez compte, moi, j'arrive de Perpignan. J'ai eu la chance de passer de petite radio locale et je me suis retrouvé sur M6 du jour au lendemain sans avoir jamais fait de télé, en prime, sur une émission avec 17 caméras. Enfin, c'était extraordinaire. Et en fait, qui est, vous savez, 6 millions de personnes qui la regardent ou 3,7 millions, en vrai, vous êtes toujours là, le show c'est le même. Et c'est, Vous faites le taf, quoi. Et ben oui, mais en fait, mon métier, moi, d'animer, on a une toute petite part d'animation finalement dans un show comme ça. On a un prompteur, le texte est écrit à l'avance, on arrive, on lit, hop, on est telle position, on se réveille. En fait, c'est pas vraiment un métier d'animateur, c'est un métier de présentateur télé. C'est vraiment deux métiers très différents. J'ai eu la chance l'année dernière sur C-Star de faire un petit talk show sans prétention, sous les radars, le vendredi soir pour m'entraîner. Il s'appelait le replay de la semaine. Ça, c'était de l'animation. On a pu s'éclater et où les audiences n'ont pas été si mauvaises. On a triplé la casse quand même du moment où on a commencé au moment où on a terminé. Donc, c'était histoire de s'entraîner. La télé m'attire. Maintenant, il faut prendre le temps. La télé, la carrière est longue. Il ne faut pas arriver trop vite. Aujourd'hui, je suis sur une radio jeune, je m'éclate. Quand les années passeront, j'aurai sûrement envie de refaire de la télé. J'en ai envie d'ailleurs, si un jour on a une bonne idée de programme au bon moment. Chaque chose en son temps, quoi. Ouais, et puis je pense qu'aujourd'hui, le digital est tellement puissant. Sur YouTube, il y a tellement de gens qui regardent, qui consomment aujourd'hui les shows en général. Je vais peut-être partir sur quelque chose de numérique aussi, en plus. Dans l'air du temps. Une sorte de mix. Oui, exactement. Il faut essayer d'être toujours un peu en avance sur tout ce qui se passe. Comme disait PPDA, il faut penser au coup d'après. Exactement. Voilà, on y est, on est en plein dedans. Alors Guillaume, pour notre prochaine émission, on va recevoir une artiste que vous connaissez évidemment, c'est Anne Romanoff. De la même façon que PPDA vous a laissé un message, est-ce que vous pouvez vous adresser à cette caméra pour lui dire un petit mot à Anne ? Ah bien sûr. Chère Anne, je vous embrasse. On s'est croisés très rapidement dans une piscine à l'île Maurice. Non, pas du tout. En plus, j'étais en train de jouer à la balle avec des touristes et il y a une fille de, je crois à peu près 14-15 ans qui est venue me parler et parlait français, m'a demandé de jouer avec nous à la balle. Et le plus grand des hasards, elle me dit, il y a ma mère qui est là-bas et c'était vous. Alors on ne s'est pas parlé, je vous ai vu sur le transat, mais j'ai joué avec votre fille et elle est restée avec nous 2 heures, donc je vous ai permis d'avoir 2 heures de liberté. Vous avez fait les babysitters. pendant vos vacances, mais je vous embrasse en tout cas et je vois très bien qui vous êtes et j'aime beaucoup. Merci beaucoup Guillaume Pley. Merci Guillaume, merci les garçons, vous revenez quand vous voulez, Charlotte. Comme vous voulez. Comme vous voulez aussi, vous venez comme vous voulez, merci, à la semaine prochaine, ciao à tous.